Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Tout de suite les titres de ce jeudi 30 juin. Après 35 ans d'existence, Antix, fabricant de meubles anciens installé à Galargues, s'apprête à fermer ses portes définitivement. Une fermeture qui suscite une grande amertume dans l'entreprise. Après 10 ans de bataille juridique et financière, le site archéologique d'Ambroussoum, traversé par la Via Domitia entre Galargues et Lunel, a finalement été réhabilité. Et puis enfin, le roller derby est une discipline venue tout droit des États-Unis. À Montpellier, une équipe féminine dispute le championnat de la discipline. Mais commençons avec les otages. On les attendait depuis 547 jours. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont donc libres. De retour en France depuis ce matin, ils sont arrivés à 8h40 à l'aéroport de Villacoublay. Ils ont d'abord pu retrouver leur famille à l'abri des caméras. Les deux ex-otages se sont ensuite exprimés au micro des journalistes et ont dit être en bonne forme malgré quelques petits problèmes de santé. Atterri au sens propre du terme, parce qu'on vient d'arriver, et au sens figuré du terme aussi, et il se passe plein de choses dans la tête. Il y a énormément de monde apparemment, et ça fait du bien d'être là, franchement. Ça fait du bien. Alors, ça a été long, il y a eu des longs tunnels noirs, en particulier le dernier qui a quand même duré février, mars, avril, mai, là ces derniers mois, où on voyait rien venir. Ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas fait une vidéo de preuve de vie, etc. Et franchement, les 15 derniers jours, on sentait que ça bougeait. On sentait que ça bougeait, qu'il allait se passer quelque chose. Mais comme il y avait déjà eu des échecs, 3-4 échecs à peu près, on était vraiment super prudents. Et jusqu'au dernier moment, à un quart d'heure, je me souviens, parce qu'on a pris une douche, on s'est dit si on prend une douche, c'est qu'on va partir. Ouais. Jusqu'au dernier moment, on s'est dit c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Il se passe énormément de choses et il se passe pas grand-chose. C'est ça qui est fou, c'est complètement paradoxal. Ouais. Dans la tête, on se dit, on y est, ça y est, on touche vraiment au but. Et puis, bon, bah voilà, on rentre, on est reçu par des militaires, super sympa. C'est fini, mais là, on n'a même pas atterri, quoi. Encore en plein vol, on se dit, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais alors là, l'ambassade de France de Kaboul, c'est certainement l'ambassade dont j'ai le plus rêvé de ma vie, quoi. Et ça s'est super bien passé. Comme ça, brûle pour point. C'est un vrai soulagement. Un vrai soulagement pour nous aussi, et puis on espère, après un peu de repos, les retrouver bientôt sur le terrain, comme Hervé Guéquière a tenu à le préciser. Allez, après 35 ans d'existence, Antix, fabricant de meubles anciens installé à Galargues, s'apprête donc à fermer ses portes définitivement, après la décision prise lundi par le tribunal administratif de Nîmes. Une fermeture qui suscite beaucoup de regrets dans l'entreprise. Les explications de Sarela Torres et Nouria Casacuberta. Non, on ne nous a pas permis de continuer à fabriquer, donc on a arrêté. La décision est prise. La fabrication de meubles anciens chez Antix prend fin. Aujourd'hui, c'est 57 personnes qui subissent cette situation et vont se retrouver au chômage. Humainement, c'est difficile, oui. Oui, c'est difficile, c'est pas agréable. Surtout qu'on a l'impression d'avoir été mis à la porte, alors qu'il y a quand même encore un carnet de commandes. Qu'on avait des choses à faire, qu'on pouvait rebondir, etc. Effectivement, c'est terminé, mais le courage, bon, il en faut. Hein. La vie continue. On ne veut pas laisser les clients comme ça, sans réponse à leurs questions, à leurs attentes. Donc, on sait qu'on est destiné à pointer au chômage prochainement. Ceci dit, bon, si on a envie de se regarder dans le miroir le matin quand on se lève, on va jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est ce que souhaitent tous les salariés. Pourtant, lundi, le tribunal de commerce de Nîmes n'a pas accepté la reprise d'Antix par un investisseur, dernier espoir pour l'entreprise. Mais ce n'est pas que pour cette raison que le fabricant ferme. On a tout fait pour qu'Antix quitte ce bâtiment, parce que ce bâtiment est sur le bord de l'autoroute. Il y a des gens qui ont voulu en faire un village de marque, d'autres qui ont voulu en faire un bâtiment logistique. Il est très très bien placé. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui voulaient faire une très belle opération immobilière. Les locaux vont être loués à la société Aziz, qui importe de Chine un paquet de matériel de sport, de vêtements de sport. Donc en gros, ce qui est amusant, c'est encore une fois, on vit une entreprise française qui fabriquait en France pour acheter chinois. Jusqu'à aujourd'hui, 50% de leur production partait à l'étranger. Les employés restent alors convaincus qu'il y a toujours un marché à prendre et espèrent qu'Antix reviendra. Je connais le marché parfaitement, surtout à l'export. C'est de la culture française qu'on vend, qui est très appréciée, surtout dans les pays riches. Donc c'est une aubaine. C'est du 100% français, fabriqué avec du bois, du chêne des forêts françaises, fabriqué en France. Donc c'est
C'est un paradoxe, parce que là, on était assis sur un tas d'or. Avant de quitter définitivement les lieux, Antix vend encore des meubles jusqu'à moins 70%. L'Écotron est la première très grande infrastructure voulue par le CNRS et c'est à Montpellier que cette plateforme de recherche expérimentale a été inaugurée hier. Elle a pour but d'étudier grandeur nature, le fonctionnement des écosystèmes, des organismes et de la biodiversité en réponse à des modifications de l'environnement. On écoute son eurodirecteur au micro de Romain Bassac. Ce sont des mini-serres dans lesquelles on peut amener des blocs d'écosystèmes avec toute la canopée, la végétation, la faune du sol, les micro-organismes. On simule dans la moitié de ces dômes les extrêmes climatiques qui auront lieu aux alentours de 2050 et on étudie la production fourragère, on étudie le stockage du carbone, on étudie l'efficience d'utilisation de l'eau. Par exemple, en travaillant le type de biodiversité qui est dans ces écosystèmes, est-ce qu'on augmente, diminue l'effet des polluants par exemple en bord de cours d'eau. Cette plateforme est la plateforme à l'heure actuelle la plus performante au monde et les recherches qui s'y passent sont des recherches internationales. Des suites dans l'affaire de Florensac. Après le décès de leur fille Carla, les parents ont décidé de porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Une enquête a été ouverte par le procureur de Béziers et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Montpellier. Maître Lucas Bratkiewicz répond aux questions de Sarela Torres. La plainte qui a été déposée hier, c'est une plainte pour non-assistance à personne en danger. Les parents dénoncent des faits, dénoncent des négligences, des dysfonctionnements, peut-être des fautes. Reste maintenant, dans le cadre de l'enquête, à imputer ces faits à des personnes physiques, peut-être des gens, des responsables ou des membres du collège, peut-être des membres de la gendarmerie, peut-être le premier magistrat de la ville, je n'en sais rien, en tout cas des gens qui ont été informés de la situation et qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Les investigations doivent commencer aujourd'hui. Il est important que les gendarmes ou les policiers qui seront désignés pour faire cette enquête puissent intervenir dès demain sur les différents témoins, parce qu'il ne faut pas que les preuves s'effacent ou qu'il y ait une déperdition des éléments. Il faut qu'on recueille un maximum d'éléments à chaud. À l'occasion de l'ouverture prochaine de la grande exposition d'été du site archéologique Latara, le musée Henri Prade, le site du Kellar présentait aujourd'hui à la presse l'avancement des fouilles qui ont débuté en 2003 suite à la découverte d'un dépôt d'armes et de têtes coupées. Avec plus de 300 objets découverts sur différents sites du pourtour occidental de la Méditerranée, l'exposition organisée au musée à Latte plongera les visiteurs dans l'univers des pratiques rituelles des populations celtiques, ibériques et grecques. Voyez le reportage de Simon Gasque. Entre le 6e et le 3e siècle avant notre ère, l'habitat de Le Kellar se trouvait au bord d'une vaste lagune. Des fragments de vaisselle, de céramique et d'amphores découverts à l'occasion de campagnes de fouilles initiées depuis 2003 démontrent que le site était un lieu d'échange avec la Grèce, l'Italie et Marseille. Lieu d'échange et de rituels, les archéologues ont également mis à jour une cinquantaine de crânes humains et de nombreuses armes. On sait par différentes sources que les Gaulois avaient l'habitude de couper les têtes de leurs ennemis sur le champ de bataille. Ça, c'est des Grecs qui nous le disent. On a des sources littéraires qui nous disent que les Gaulois avaient l'habitude de couper la tête de leurs ennemis sur le champ de bataille et de la rapporter chez eux pour les exposer. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà dans la région. Il y a des crânes réels qui avaient été trouvés dans différents sites. Il y a aussi des représentations, des gravures, des sculptures qui montrent ces têtes coupées, notamment en Provence. Le site archéologique Latara, musée Henri Prade de Latte, a conçu une grande exposition d'été qui présentera des pièces inédites issues de recherches récentes effectuées dans le bassin nord-occidental de la Méditerranée. L'exposition des rites et des hommes exposera notamment 17 objets provenant des fouilles du site du Kellar. L'exposition des rites et des hommes, en fait, elle part de ce chantier de fouilles sur lequel nous sommes aujourd'hui, au Kellar, donc, qui a donné lieu, sous l'impulsion de Réjeanne Roure, qui dirige la fouille ici, à un projet de recherche national financé par l'Agence nationale de la recherche autour des pratiques rituelles des Gaulois, des Ibères et des Grecs, entre Provence et Catalogne, en passant par le Languedoc. Et ce projet donc, de recherche est à l'origine du projet d'exposition. Et si vous voulez, l'exposition, c'est le volet grand public de ce projet de recherche qui est en cours encore. L'exposition des rites et des hommes ouvrira ses portes du 9 juillet au 8 janvier 2012, en semaine de 10h à 12h et 13h30 à 17h30, et les samedis et dimanches de 14h à 19h.
Archéologie, toujours après 10 ans de bataille juridique et financière, le site archéologique d'Ambrosum, traversé par la Via Domitia entre Galargues et Lunel, a été récemment réhabilité. Des nouveaux aménagements qui devraient, et c'est le souhait des autorités locales, attirer de nombreux touristes sur le territoire du pays de Lunel. Un reportage de Jordan Camacho. Une grande journée, attendue depuis bien longtemps, puisqu'on a commencé à se préoccuper de l'aménagement d'Ambrosum en 1982. Donc c'est effectivement aussi une réussite, parce que je crois que tout le monde va trouver du plaisir à découvrir le lieu d'une autre manière aujourd'hui. Jean-Luc Fisch est un homme heureux. Chercheur au CNRS, ce passionné d'histoire et d'archéologie est tombé amoureux il y a 30 ans de ce site romain situé au bord du Vidourle entre Galargues et Lunel. Partir à la recherche du site d'Ambrosum, c'est faire un bond de plus de 2000 ans en arrière. Alors ce qu'on voit derrière nous, c'est l'agglomération routière, c'est le relais de la poste impériale, c'est l'endroit où tout ce qui empruntait la voie domitienne pouvait faire étape pendant plusieurs siècles. Et c'est d'ailleurs par ce rôle de relais que l'on connaît le nom antique du site, qui était porté sur des textes que l'on a conservés. Et au-dessus se trouve l'oppidum gaulois qui, dès la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, contrôlait déjà le passage du fleuve. Traversé par la Via Domitia, aujourd'hui le site d'Ambrosum, symbolisé par son pont romain, a retrouvé une nouvelle jeunesse après 8 ans de bataille juridique et financière. Rien n'a été simple sur ce projet, c'est peut-être ce qui en donne, pour moi en tant qu'élu, un attachement très très fort, parce qu'il a fallu se battre au quotidien pour qu'il arrive et qu'il sorte de terre. Voilà. Je crois que les Romains ont travaillé pendant 2000 ans, ouais, pas pendant 2000 ans, mais pendant 2-3 siècles pour arriver à faire ça, et nous on a vraiment bataillé aussi pour remettre tout ça au jour. Une bataille et une enveloppe de près de 3 millions d'euros auront été nécessaires pour mener à bien ce projet. En effet, aujourd'hui, le site est entièrement réhabilité et un musée a été construit. Le prix à payer pour attirer les touristes sur le territoire lunélois. Il est clair qu'aujourd'hui, le tourisme passe par la qualité et passe par le développement des activités culturelles. Et aujourd'hui, on est à la fois dans l'histoire et dans la modernité. Et aujourd'hui, les touristes... ils veulent des activités, soit des activités sportives de pleine nature, et nous sommes en train de développer tous ces aspects, notamment autour du Vidourle, autour d'Acrobranche, au CAT de la Bruyère, etc. Mais aussi, nous sommes en train de développer des investissements culturels, parce que le tourisme, c'est la première activité économique du département de l'Hérault. Le site d'Ambrosum est ouvert au public du mardi au dimanche de 9h à 19h. Le temps est à la démission au sein de la Fédération française de course camarguaise. Réunis lundi soir, manadiers et rasetteurs ont choisi de quitter le navire, expliquant qu'ils ne se sentaient pas assez représentés et qu'il y avait des inégalités. Peu de temps après, c'est le président fraîchement élu, Pierrick Vidal, qui a annoncé sa démission, faute d'accord entre les parties du comité directeur. Louis Nicolin non plus n'est pas content. Il l'a fait savoir aux journalistes présents à la reprise de son club de foot. La cause de sa colère, l'arrivée de Moed Altrad à la tête du Montpellier Hérault Rugby Club et le peu de cas fait, selon lui, de son investissement financier pour sauver le club de rugby cet hiver. On l'écoute. Parce que moi, le rugby, et je vais te le dire, c'est moi qui l'ai sauvé, c'est pas lui. Au mois de janvier, cher ami. Et je m'appelle pas Bernard Laporte, ni Méni Guazzini aussi. Quand il a fallu mettre tes sous, je les ai mis. Alors, halte. L'histoire rugby est terminée. Et j'aurai ma loge, il n'y a aucun problème. Et les joueurs, et Galdi et tout ça, à fond. Le reste, zbouba. Pour l'instant, en tout cas, Louis Nicolin conserve toujours 23% du capital du Montpellier Hérault Rugby. Savez-vous ce qu'est une jammeuse ou encore une bloqueuse ? Eh bien, ce sont les membres d'une équipe de roller derby. Cette discipline, venue tout droit des États-Unis, s'exporte aujourd'hui en France et plus particulièrement à Montpellier. L'équipe, constituée uniquement de filles protégées comme des footballeuses américaines, se déplace en roller, un sport à découvrir aux côtés d'Olivier Brachard. Des genouillères, des protections pour les coudes et les poignets, sans oublier le protège-dents, le roller derby est un sport de guerrière. D'ailleurs, les Defpouf ont toutes un surnom sur la piste. L'objectif, marquer le plus de points en 2 minutes de tour de piste.
Le principe, c'est 2 équipes de 5 sur le terrain avec 2 jammeuses et 4 bloqueuses, enfin une jammeuse et 4 bloqueuses par équipe. Le principe étant que la jammeuse doit traverser le pack, donc des 8 bloqueuses, en s'aidant de ces bloqueuses à elle pour pas être éjectée à l'extérieur, et en même temps, ces bloqueuses doivent éjecter la jammeuse adverse. Voilà, le principe, c'est qu'une fois qu'une bloqueuse a été passée, ça fait un point pour l'équipe. Essayez de passer devant, viser l'intérieur. Quand vous frappez, on pousse, on transfère son poids. Et vraiment, on cherche à mettre sur le cul tout de suite. Ok ? On ne cherche pas à faire rebondir. À l'aide des hanches et des épaules, les bloqueuses doivent faire sortir des limites la jammeuse, celle qui part de derrière et qui est en général la meilleure patineuse. Mais au-delà du jeu, le roller derby typiquement féminin plaît pour son côté rock'n'roll et féministe. La plupart des filles, elles sont tatouées, elles écoutent du rock. Ça m'a plu parce qu'il y a ce côté punk un peu qu'on retrouve dans les pogos. Pendant les concerts, en fait, ce contact qu'on a, de se donner des coups d'épaule. Comme c'est un sport féminin, forcément, on est fiers d'en faire et ça c'est qu'à nous, quoi. C'est pas, les garçons n'en font pas. Enfin, même s'il y a quelques équipes, mais on n'aime pas trop ça. Avec plus de 40 équipes en France et de plus en plus de filles qui s'inscrivent, le roller derby est en pleine expansion. Reste à créer une véritable ligue nationale pour formuler un championnat. Quant aux DevPouf, elles n'ont qu'un souhait, obtenir un créneau d'entraînement dans une vraie salle dédiée au roller dès la rentrée prochaine. Pour information, ces filles-là disputent leur match au gymnase Albert Batteux. Pourquoi la veuve est-elle joyeuse ? Les Folies d'eau, organisées comme chaque année au domaine du même nom, tentent d'apporter une réponse mise en scène par Pascal Chevreton. Les représentations auront lieu les 6, 8 et 9 juillet. Sarella Torres nous emmène à la rencontre de cette veuve pas comme les autres. Ambiance studieuse à une semaine de la grande première de La Veuve Joyeuse. Les comédiens relisent leurs textes et affinent les intonations pour que tout se mette en place une fois sur scène et que l'histoire prenne vie. L'histoire d'un pays en faillite complète, et il se trouve qu'une veuve qui vient de gagner beaucoup d'argent en héritant pourrait tout à fait faire passer cet argent sur les comptes du pays afin de le renflouer. Le grand jeu, ça va être comment séduire cette femme pour lui demander de garder ses millions pour son pays qui est la Varsovie, évidemment, pays imaginaire d'Europe centrale. Un pays imaginaire avec un ambassadeur imaginaire, aux airs pourtant familiers. Plutôt autoritaire, plutôt un dictateur, quelque part, une espèce de dictateur un peu de pays de l'Est. Il a un vague accent russe, vague accent slave. Il est tout en rupture, c'est un rôle, c'est un filou, et puis un lâche, tout comme les dictateurs. Comme chaque année, c'est le printemps des comédiens qui s'installe au domaine d'eau. Les Folies d'eau, elles, se doivent alors d'aller répéter au parc des expositions. Par rapport à l'acoustique, c'est un petit peu problématique, surtout pour tout ce qui est chant et piano. Mais par rapport à la scénographie et par rapport aussi à la chaleur de Montpellier, c'est quand même l'idéal. Plus de 100 ans d'existence pour la veuve joyeuse de Franz Léard. Une centenaire qui n'a pourtant pas pris une ride. Pour le constater, rendez-vous au domaine d'eau les 6, 8 et 9 juillet prochains. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il me reste à remercier notre jeune journaliste stagiaire, Nouria Casacuberta, qui retrouve son Barcelone natal. On se retrouve, nous, demain à 12h30 pour le Flash. Je vous souhaite une bonne soirée sur TV Sud.